On fait une demi-heure. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition funérailles. Aujourd'hui, 3 novembre 2025. On fait notre croix. Ça fait mal. Hop, Ça fait mal 36 heures après la défaite crève-cœur des Blue Jays aux mains des Dodgers de Los Angeles. En prolongation encore une fois. Encore. Défaite de 5-4. On va décortiquer le match. On pourrait faire un podcast de 2h30, je vous le dis, là, même 3 heures, afin de décortiquer tout ce qui s'est passé lors du 7e match. On va rejoindre tout de suite Jérémy Filosa, qui a été témoin, selon moi, d'un des matchs légendaires du baseball. En tout cas, dans les 50 dernières années, ce match-là va passer à l'histoire, Philo. Jérémy Filosa, salut! Salut! Tes réactions 36 heures après, je pense que la plaie est encore très ouverte. Je veux dire, on consulte les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est la défaite des Blue Jays. What if this, what if that? Ah ouais. On en parle tout de suite. Écoute, on a les faits saillants, on va tout décortiquer du 7e match et tout ça. On va se poser des questions et on va se gratter la tête. Pourquoi que John Schneider a pas fait ci, pas fait ça? C'est sûr que c'est facile d'en parler, mais je pense que les deux équipes méritaient de gagner la Série mondiale et malheureusement, les Blue Jays ne sont pas du bon côté de la clôture ce matin. Ouais. Ben, moi, je pense que les Blue Jays méritaient plus la victoire que les Dodgers. Je pense qu'on s'en est parlé hors des ondes. Là, la moyenne au bâton des Dodgers durant cette Série mondiale? 203. Et ils gagnent la Série mondiale. T'es pas supposé gagner une Série mondiale quand ton équipe frappe 203. Mais bon, quand une fois sur 3, tu places la balle en jeu pour un coup sûr et l'autre bord de la clôture, ouais. Ben, c'est sûr que tu vas gagner des matchs. Mais écoute, lorsque j'étais dans le stade, tu sais, j'étais sous l'adrénaline, puis là, ben, on écrit, puis on rapporte ce qui se passe et tout ça. Mais une fois rendu à l'hôtel, puis là, j'ai ouvert la télé, puis j'ai revu les images un petit peu plus, tu sais, calmement. Ça fait mal de voir des joueurs comme Vladimir, comme Chris Bassett, Ernie Clement, pleurer de cette façon-là, parce qu'on sait à quel point ces gars-là, ben, ils ont tout donné. On sait que c'est des gars, c'est un groupe fantastique de joueurs, honnêtement, Gavino. Ouais. J'en ai couvert des mauvais vestiaires, mais j'en ai aussi couvert des bons vestiaires. Ça, c'est un bon vestiaire avec des bonnes personnes. Puis ça part par John Schneider, puis je vais t'en parler un petit peu tout à l'heure, mais de les voir pleurer de façon, tu sais, à chaudes larmes comme ça, après le match, c'est sûr que ça fait mal, parce qu'on leur aurait souhaité de pouvoir sortir de là avec le trophée. Comme dirait Jacques Parizeau en 95, il y a 30 ans, les Blue Jays, on s'est fait battre par l'argent et des joueurs ethniques. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. Yamamoto, le joueur de la Série mondiale, tout à fait incroyable. C'est pour ça que les Dodgers lui ont consenti 325 millions de dollars avant qu'il lance son premier lancé dans le baseball majeur. Ouais. On l'a vu tout simplement fumant. Le gars, il a lancé 3 fois dans les séries mondiales. Il était même prêt à embarquer après à la 19e manche si jamais on y allait. Je te dis, ce gars-là, c'est un autre extraterrestre. Bravo à Yamamoto. Il l'a pas volé. Mais tu sais, les 3 victoires, 3 des 4 victoires des Dodgers sont à sa fiche à lui. Écoute, et Blake Snell aurait pu subir 3 défaites dans la série. Mais là, on s'en est sorti. C'est Yamamoto qui a ramassé la victoire lors du 7e match. On va faire la nomenclature dans le fond de ce match-là. Ça a bien parti avec les Blue Jays. Circuit de 3 points de Beau Bichette. On regarde tout de suite.
Hits it high in the air to deep center. It is gone! C'est le dernier circuit des Blue Jays de la saison 2025, un circuit de 3 points très, très loin au champ centre. J'imagine que le stade a tout simplement explosé lors du contact. Je pense que tout le monde le savait qu'il était à l'autre bord de la clôture. As-tu vu les réactions de Ohtani? Baisse la tête et c'était terminé. On sort le crochet du côté de Dave Roberts. Oui, ben écoute, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça regardait bien, mais il était encore très, très, très tôt dans cette rencontre. On savait que les Dodgers étaient en mesure de revenir. Mais moi, je vais aller avant ça, parce que moi, j'ai été très déçu en deuxième manche de la planification du côté de John Schneider. Parce que en deuxième manche, tes deux premiers coureurs embarquent sur les sentiers. À ce moment-là, c'est 0-0. Tu ne sais pas ce que Ohtani va te donner le reste de la rencontre. Là, c'est notre cher ami Alejandro Kirk qui arrive à la plaque et ben nous, on se regarde sur la galerie de presse puis tout le monde fait le même signe, là, tu sais, dépose l'amorti, dépose l'amorti, dépose l'amorti. Ben non, pas d'amorti. Il frappe une faible chandelle à l'avant-champ. On sait que Bichette n'est pas en mesure de courir. Il avance à 90 pieds à la fois. Oui. Et Barger, ensuite de ça, je crois, frappe un simple et on se retrouve avec les buts remplis parce que Bichette n'est pas en mesure de partir du deuxième et se rendre jusqu'au marbre. Mais si Kirk dépose l'amorti, c'est 2 points qui viennent marquer. Les Blue Jays auraient marqué 2 points en deuxième manche, alors que là, malheureusement, ils n'en marquent aucun. Et ça, pour moi, c'est la faute au gérant et aussi la faute aux joueurs un peu parce que Alejandro Kirk, t'es pas Johnny Bench quand même. Tu devrais, dans une situation critique de même de match numéro 7, être capable de déposer un amorti pour le bénéfice de ton équipe. Et pour moi, ça a été un moment clé dont personne parle. On peut même reculer la cassette en première manche. Vladimir Guerrero retiré sur des prises, sur décision. George Springer qui arrête sa course, je sais pas pourquoi. S'attendait à une quatrième balle. Non, mais sérieusement, en parlant de bulle au cerveau, ça fait mal. Tu sais, je veux dire, t'as donné des retraits gratuits aux Dodgers. Et encore une fois, tu sais, on peut parler de ça. Des retraits non productifs, encore une fois, du côté des Blue Jays. Lorsque le pointage était 3-2, on sait que bon, les Dodgers revenaient dans le match. Ils ont marqué un point contre Chris Bassitt. Scherzer a quand même bien fait. Ensuite, les Blue Jays marquent un 4e point. Et ensuite, on arrête de jouer du baseball de situation. Moi, je te le dis, 4-2, je n'étais pas encore très, très confiant. Ça aurait pris un 5e point. Combien de fois que je t'ai dit que le chiffre magique des Blue Jays cette année, c'est 5 points. À 5 points, là, ils jouaient pour 70 matchs en haut de 500 cette année. Ils n'en ont pas marqué 5, ils en ont marqué 4. Mais encore une fois, ça fait très mal. La venue de Chris Bassitt a donné un point. Ensuite, Trey Savage a donné un long coup de circuit à Max Muncy. Ça a été quoi ta réaction lorsque Trey Savage est arrivé dans le match? Disons qu'il l'avait plus ou moins parce qu'il cherchait la zone des prises, mais un double jeu tout simplement magique. Lorsque les Blue Jays ont tourné le double jeu 1-3-6-3 avec Vladimir au premier but, j'ai dit « Wow, voilà, c'est le jeu défensif de la Série mondiale ». Ben écoute, Vladimir Guerrero a été extraordinaire défensivement dans ce match-là. Il a effectué 4 jeux spectaculaires dans le même match. Et j'ai été un peu surpris dimanche d'apprendre que Ty France gagnait le gant doré au premier but. Oui, moi aussi, oui. Pour les joueurs de la Ligue américaine et pas Vladimir Guerrero, mais ça, c'est une autre histoire. Il a été vraiment sublime. Il a tout fait pour aider son équipe à gagner. Même en fin de rencontre, débute le balle avec un double le long de la ligne du 3e but. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire venir marquer. Mais ça donne que Savage donne un circuit à Muncy. Ça donne que Bassitt, qui n'a pas donné un point des séries, donne un point. Et là, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux parler d'Hoffman tout de suite. On a le coup de circuit qui crée l'égalité en 9e dans quelques instants. Jeff Hoffman qui arrive en fin de 8e manche, qui récolte le dernier retrait de la 8e. Et là, les Blue Jays ne marquent pas en 8e manche. Donc, 1 point d'avance avec Jeff Hoffman en 9e. Ça a été quoi ton état d'esprit? Moi, j'étais plus ou moins confiant. Oui, j'étais encore debout dans mon salon parce que je l'ai vécu comme ça. Là. De la première à la 9e manche, j'étais debout dans mon salon. Et lorsque Roas a frappé un coup de circuit, je me suis réassis. J'ai dit, écoute, j'ai plus confiance. Je pense que ça vient de tourner de bord. Mais donner un coup de circuit au 9e frappeur qui avait absolument
a rien fait. C'est ça qui fait mal. Et bon, Roy, c'est une légende maintenant des Dodgers aujourd'hui, mais est-ce que tu sentais que la foule était quand même nerveuse en 9e manche avec Jeff Hoffman, qui, tu sais, c'est pas le gars qui va avoir des retraits au bâton automatique. Il va lancer à 101, 102 000 à l'heure, puis il y a personne qui est capable de frapper sa balle. On l'a vu plus souvent qu'autrement. C'est des retraits à 400 pieds du marbre ou des coups de circuit cette année. Ben écoute, je vous rappelle là, que moi, j'étais installé dans une galerie de presse temporaire au champ extérieur. Donc, j'avais des partisans là, tout près de moi. Puis je peux te dire qu'il y avait beaucoup de nervosité dans le stade lorsque Hoffman est arrivé. Hoffman, on le sait, il a connu une saison de haut et de bas. Puis souviens-toi, quand on avait fait notre émission tout juste avant le début des séries éliminatoires, c'était un de nos gros points d'interrogation, Jeff Hoffman. On s'est dit, quand est-ce qu'il va effectuer une sortie à un moment donné où il va bousiller une avance? C'était pas arrivé. Gavino, il avait très, très, très bien lancé au mois d'octobre, mais tout le monde savait qu'il était susceptible à la longue balle. Il a accordé samedi soir son 14e circuit en 9e manche. C'est un record de médiocrité de l'histoire du baseball majeur. Alors, on savait qu'il y avait cette possibilité-là, mais John Schneider, toute l'année, il lui a fait confiance, il a décidé d'y aller avec lui, il n'a jamais bronché par rapport à ça. Mais tu sais, on se disait tous, même la semaine passée, on s'en est parlé, Gavino, puis on s'est dit, c'est quand même assez particulier qu'on soit rendu aussi près de la finale de la Série mondiale, puis on n'a pas eu d'accrochage avec Jeff Hoffman, on n'a pas parlé de lui, ça s'est bien passé dans son cas, mais écoute, là, lui, là, non, mais il était dévasté. Non, mais il l'a dit, il se sentait comme de la marde avec un M majuscule. Il sait très bien que je sais pas si, bon, il va se relever. On sait que dans le passé, les Mitch Williams de ce monde, à un moment donné, n'ont plus été le même et tout ça. Entre les deux oreilles, là, c'est très difficile de se remettre de ça. On lui souhaite pas une dépression durant l'hiver, mais on sait que c'est très difficile de passer par... Oui, parce que tu as le sentiment d'avoir failli à la tâche d'une équipe de 26 joueurs, d'un club de plusieurs centaines de personnes, d'un pays au complet. Tu sais, lui, là, ça va être difficile de se remettre de ça, Gavino. On va regarder le coup de circuit. J'ai regardé la séquence, au complet, où je vous en parle dans quelques instants. On regarde le circuit de Roas. Drilled to left field and deep and gone! No way! Miguel Rojas! Dave Roberts played his gut. The guy hadn't had a hit in a month. And in the ninth inning of Game 7, he's hit a tying home run. Le gars avait pas frappé un coup sûr depuis un mois. As-tu vu la réaction de Dave Roberts? Il est comme, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Tout le monde attendait Ohtani. Oui, après. Je sais. Tu sais? Dave Roberts, qui, après le match en conférence de presse avec les gars de MLB Network, a avoué que la femme de Roas avait dit à son mari, tu vas frapper un coup de circuit dans la série mondiale, je te le dis. Ouais, Roas avait dit, ouais, mais je joue même pas. Non, inquiète-toi pas, j'ai un bon feeling. Et bon, ça s'avère vrai. Mais tu sais, le pitch sequence de Jeff Hoffman, 3 balles, 2 prises, c'est une bonne bataille. Roas frappe des fausses balles, des fausses balles. Et là, 3 balles, 2 prises. Tu viens de rater là, le coin intérieur avec une courbe lente. Bon, ça n'a pas été une troisième prise. De toute façon, c'était une balle. Là. Tu veux pas affronter Ohtani avec un coureur sur les buts. Donc, Jeff Hoffman, pas beaucoup d'étoffe sur la balle glissante en plein cœur du marbre. Et Roas en avait vu plusieurs là, lors de cette séquence-là. C'était rapide ou balle glissante. Rapide ou balle glissante. C'est bien synchronisé. L'autre bord de la clôture. Est-ce que c'était le bon pitch sequence de Alejandro Kirk? Vas-y avec ta balle rapide et regarde, malheureusement, je pense pas qu'il s'est fait battre avec son meilleur tir. Mm-hmm. Ça fait mal, Philo, ça fait mal. Je veux dire, encore une fois, si c'est Chapman, c'est peut-être 1, 2, 3 dans l'abri, 102, 103 000 à l'heure. Ça n'a pas été le cas avec Jeff Hoffman, qui, on le sait plus souvent qu'autrement, oui, il y a des bonnes stats en série, mais c'est une aventure en 9e manche et là, on l'a vu. Ça l'a rattrapé. Tu sais, j'avais l'impression de regarder, souviens-tu le jeu, là, les serpents et les échelles, là? Oui. Ben, à chaque fois que les Blue Jays roulaient les dés, ils tombaient sur un serpent puis ils descendaient en bas. Ben, à chaque fois que les Dodgers roulaient les dés, ben, c'était à une échelle puis ils montaient jusqu'en haut. Tu sais, je veux dire, c'est quoi les chances que le 9e frappeur qui n'a pas frappé un coup sûr depuis un mois la mette de l'autre bord à ce moment-là? Je sais même pas comment Hoffman a fait
pour finir ce manche-là et aller chercher les 2 derniers retraits. C'est vrai. Il devait être ébranlé au monticule. Je ne sais pas comment il a fait pour garder sa concentration. Fin de 9e manche, les Blue Jays ont une chance de gagner la Série mondiale. Ils menacent avec un coureur au 3e et au premier but. Bon, ça a été une passe semi-intentionnelle à Addison Barger parce qu'on ne voulait pas l'affronter avec un coureur au 3e but. On retire Beau Bichette au profit de IKF pour coureur suppléant. IKF est au 3e, Barger est au premier, un seul retrait. Dalton Varsho au bâton peut jouer les héros avec un ballon sacrifice ou bien une balle frappée d'aplomb quelque part. L'avant-champ joue rapproché et on regarde ce qui se passe justement du côté de ce jeu-là. On revient. Varsho, roller to second, Rojas comes home in time! Écoute, Gavino, c'est sûr que là, je vois les discussions partout sur les médias sociaux. IKF était beaucoup trop près du but au 3e. C'est de la faute de Carlos Faiblesse. C'est la faute de l'organisation. C'est la faute de IKF. Si tu me demandes mon opinion, puis je comprends là, que la veille, on a perdu un match sur un double jeu parce que Barger s'était fait doubler au 2e. OK? Puis je comprends que la directive chez les Blue Jays, c'était fais-toi pas doubler. OK, je comprends ça. Mais Varsho, c'est pas un gars qui frappe la balle au champ opposé très souvent. Tu sais, il aurait fallu que la balle soit frappée en flèche dans les mains du joueur de premier but ou 2e but et que le joueur relaie la balle au 3e pour doubler IKF. C'était très peu probable. Tu sais, je pense que s'il pouvait revenir en arrière, les Blue Jays diraient probablement à IKF d'en prendre un petit peu plus parce que son avance au 3e était négligeable, Gavino. 2 pas peut-être. Oui, maximum. je sais. S'il prend un 3e pas d'avance, là, il est sauf au match. Aurait dû être à la hauteur du 3e but du joueur défensif de 3e but. Le joueur de défensif 3e but, il avance, t'avances aussi. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais tu sais, ça a été un lancer parfait de Yamamoto. Il a rien donné à Dalton Varsho à l'intérieur. Varsho, c'est quelqu'un qui tire la balle. Encore une fois, aurait dû y aller avec le lancer, c'est-à-dire frapper vers le centre du terrain ou bien au champ opposé. Ça n'a pas été le cas. Varsho qui tente de tirer la balle, faible roulant. Et Rohan a même là, pompé avec la balle, jonglé avec la balle et le relais était parfait. Ça a été, écoute, 1 millimètre, 2 millimètres, malheureusement, la défaite. Will Smith, à un moment donné, son pied quitte le marbre pendant une fraction de seconde. Momentanément, oui. Quand on a vu ça en direct au Rogers Center, les gens ont explosé parce qu'ils ont vu le pied quitter, puis là, ils ont vu le pied revenir tranquillement, juste à temps pour toucher le marbre pour qu'IKF soit retiré. Encore là, tu sais, c'est un cheveu, Gavino, un cheveu. Ernie Clement qui suit par la suite. Un long ballon à la clôture, collision entre les 2 joueurs. Ernie Clement qui termine la Série mondiale avec une moyenne de 411 de moyenne. Pourquoi que ce gars-là frappait 8e tout le long de la série? On l'a vu Dalton Varsho en arracher tout le long de la Série mondiale. Il n'a rien frappé. Je pense qu'il termine avec une moyenne collective d'à peu près 200. Là. Ernie Clement, 30 coups sûrs, un nouveau record du côté du baseball majeur, 411. Pourquoi que ce gars-là frappait au 8e rang? Je sais que la balle a été captée. Là. Combien de points produits, Ernie Clement? Je vais te dire ça tout de suite dans quelques instants. Je sais qu'il y a 30 coups sûrs. Ernie Clement termine la Série mondiale avec un circuit, 9 points produits seulement. Mais s'il avait frappé genre 6, 5, ça serait ramassé avec peut-être 17, 18 points produits. Là. Normalement, là, un bon frappeur, OK, va aller chercher 1 point produit pour chaque 2 coups sûrs. Alors, je veux dire, Gavino, dans 10 ans, là, quand quelqu'un va dire c'est qui a le record de tous les temps pour le nombre de coups sûrs en séries éliminatoires? Ah, c'était un gars qui s'appelle Ernie Clement, qui jouait avec les Blue Jays. Hey, tabarouette, il devait être bon. Ben oui, il était tellement bon qu'il frappait 8e dans l'alignement. Tu sais, je veux dire, non, mais toutes les séries, il a frappé 7, 8. Jamais il a frappé 2 ou 5. Là. T'en as eu des gars cold tout le long. Alejandro Kirk, mis à part le premier match des séries contre les Yankees, il a frappé 2 circuits. Il a vraiment été, il a été mauvais. Puis, tu sais, je veux dire, si t'inverses Ernie Clement 7e au lieu de Varsho, ce matin, là, on célèbre parce que c'est un ballon sacrifice puis c'est game over. Moi, je pense que si Clement frappe dans le cœur de l'alignement, là, Gavino, cette série-là ne se rend pas à 7. C'est probablement fini avant. Parce qu'au nombre de coups sûrs qu'il a frappé, les Blue Jays auraient assurément trouvé le moyen de marquer quelques points de plus.
dans cette série mondiale. Ça, je veux dire, je me l'explique très, très, très mal dans le cas de John Schneider. Tu vois un gars qui est hot, mais il est tellement hot qu'il fracasse le record de coups sûrs de l'histoire du baseball en série. Et les Blue Jays n'ont même pas disputé la première série. Ils avaient un bye week. Alors imagine-toi à quel point il était hot. Il a frappé pour plus de 400. Puis 411 s'est fait retirer sur les prises 5 fois en 73 présences au bâton contre des lanceurs incroyables. Là. Les Max Fried de ce monde, les Shohei Ohtani, les Blake Snell, les Glasnow, 5 retraits au bâton, mettaient la balle en jeu. Malheureusement, Varsho n'a pas fait le travail à plusieurs reprises dans cette série mondiale-là. Tu sais, Varsho, c'est un gars qui est capable de frapper avec de la puissance. Il tire beaucoup de balles et tout ça. Son pain et son beurre, c'est la balle rapide. Il n'est pas très bon sur les balles à effet. Mais contre un bon lanceur du baseball majeur, là, un bon lanceur, OK, qui est capable de placer la balle où il veut, je veux dire, la réponse n'est pas compliquée. Là. Ernie Clement a de bien meilleures chances d'aller chercher un coup sûr que Dalton Varsho. Varsho, il était là pour une raison seulement, Gavino. C'est que s'il met le gros bout du bat dessus, elle s'en va de l'autre bord de la clôture. Ouais. Mais contre des bons lanceurs, ils font pas ces erreurs-là, surtout quand ils connaissent tes forces et tes faiblesses. Alors, je veux dire, ça, c'est sur les épaules de John Schneider à 100%, malheureusement. Les Dodgers ont frappé pour 191 dans le 7e match de la série et ils ont gagné le dernier match de la série. Ben, ils ont pas, match numéro 6, ils ont frappé quoi? 4 coups sûrs? À peu près, oui. 4 coups sûrs, dont 3 dans la même manche et ont gagné ce match-là. 3 points. Match. Les 2 derniers matchs de la série mondiale se sont soldés sur des balles à double jeu. Ouais. Incroyable. Will Smith, écoute, début de 11e manche, il affronte Shane Justin Bieber. Bieber qui, après quoi, 4-5 lancés, s'en sort, 2 retraits rapides. Et là, t'affrontes Will Smith. On regarde ce qui s'est passé. Smith, it's a high fly ball to deep left field. It's got a chance. It is gone. It's Will Smith in Game 7. And in the 11th inning of Game 7, the Dodgers lead for the first time. Je m'excuse, là, Philo, là. Will Smith a giflé le Canada au complet lors de cette présence au bâton. Soyons honnêtes, là. T'as-tu fait comme moi? T'as-tu sorti un couple de tabarnak sur la galerie de presse? Mais comme je te dis, quand tu travailles, t'es sous l'adrénaline. Fait que tu fais juste réagir en temps réel à ce qui arrive. Puis là, t'écris ton texte pour l'envoyer le plus vite possible et tout ça. Donc, t'as pas le temps de excusez l'expression, de processer ce qui s'est passé, puis si c'est bon ou si c'est mauvais. T'es juste en train de réagir, puis tout de suite t'ajuster. Je peux te dire que mon texte d'après-match, là, il a changé à peu près 4-5 fois. Hein? Ben non, je sais, je te connais. Je t'ai vu souvent travailler sur la galerie de presse. T'enregistres pas d'avance, mais à la seconde près. Écoute, je t'imaginais là, sur la galerie de presse en train de delete. Ben oui, exactement. On a fait delete souvent, puis pas seulement moi. Les autres journalistes sur la galerie de presse aussi. Mais, tu sais, on oublie souvent le travail de Will Smith parce que il est entouré d'un paquet de joueurs qui s'en vont au temple de la renommée, mais c'est un excellent joueur de baseball. Puis je pense qu'il a été un peu diminué au milieu de la série parce qu'il s'est tapé 18 manches dans le match numéro 3. Mais, regarde, quand il est à son meilleur, c'est un joueur dévastateur du côté des Dodgers. Puis, regarde, on l'a dit tantôt, ils ont frappé pour 203, mais ils ont frappé des circuits. Puis les circuits, il n'y a pas de défensive contre ça. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Au début de la série, je pense que Will Smith frappait 4e et là, tout d'un coup, il frappait au 2e rang. Donc, Dave Roberts s'est ajusté, chose que John Schneider il a dit, tu sais quoi, mon line-up, c'est de 1 à 9, mis à part lorsque George Springer a été blessé. On a laissé, Nathan Locus au 2e rang. On a mis un nouveau premier frappeur et tout ça. Bref, en tout cas, Dave Roberts, bravo. Moi, je pense qu'il a sorti le bon gars au bon moment. Le 7e match, il a sorti des bons lanceurs au bon moment. Même chose dans le 6e match. Il a sorti Tyler Glasnow, 3 lancés, 2 retraits, terminé, balle à double jeu, puis il s'en est sorti. T'sais. À un moment donné, Dave Roberts fait sa chance. Il a sorti le bon gars au bon moment. C'est sûr. En même temps, quand tu as des joueurs de cette qualité-là à ta disposition, les décisions sont plus faciles. Du côté, je vais dire ce que j'ai écrit hier sur les médias sociaux.
Les Blue Jays n'avaient pas d'affaire à pousser les Dodgers à 7 matchs. Quand tu regardes l'alignement des frappeurs, là, puis surtout les gars qui font partie du cœur de ton alignement, tu sais, je veux dire, la réalité, là, c'est que tu avais un Nathan Lucas qui était partant à tous les matchs. Je l'adore, le gars, là. Ça reste un gars qui a joué dans les ligues mineures jusqu'à 30 ans. C'est sa première vraie saison dans le baseball majeur complète. On a parlé d'Ernie Clement qu'on a ramassé au balotage il y a une couple d'années. Tu sais, tu as George Springer qui joue sur une patte, Beau Bichette qui joue sur une patte. Les deux gars n'étaient pas capables, Gavino, d'avancer de plus de 90 pieds. Impossible de passer du premier au troisième sur un coup sûr. Impossible d'étirer souvent des balles qui auraient dû être des doubles. Non, on s'arrête au premier. Je comprends, mais les Blue Jays n'ont pas eu le sentiment d'assommoir, c'est-à-dire le knockout qui allait faire battre le champion, qui allait pousser le champion dans les câbles et tout ça. Malheureusement, ils n'ont pas eu le sentiment d'urgence de mettre fin à cette série-là. Les Blue Jays ont été la meilleure équipe, Philo, puis ils n'ont pas eu les breaks dans le 6e match. Non. Si la balle n'est pas coincée dans la clôture, Barger frappe sûrement un triple, Straw vient marquer, c'est 3-2, puis c'est 3-3, puis on ne sait pas ce qui se passe. Encore une fois, dans le 7e match, je pense qu'encore une fois, les Blue Jays ont été la meilleure équipe. Ils ont bien joué, justement, défensivement. Ils ont fait des gros jeux défensifs, mais ils n'ont pas bien joué le baseball de situation. C'est ça qui a tué les Blue Jays. J'écoutais beaucoup d'experts et disent les baseball gods, ils n'ont pas été du côté des Blue Jays parce que beaucoup de monde qui disent que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné cette série mondiale-là. Je te dis, ça va être un hiver très, très, très douloureux à Toronto avec les Blue Jays. Ils vont revoir cette séquence-là de match. Je veux dire, si ça avait été un blowout de 10-1, pas de problème, mais tu étais encore supposé gagner ce match-là dans le 7e match. C'est ça le feeling intérieur. Ben oui, c'est sûr, parce que tu viens de le dire, on a donné des retraits sur les sentiers, chose que durant la saison, les Blue Jays ont généralement fait très bien. Tu sais, on a parlé des deux gars éclopés. Tu peux parler d'une balle pognée dans la clôture. John Schneider me dit après le match, il dit, j'ai jamais vu ça depuis que j'étais avec les Blue Jays, une balle pognée ici dans la clôture. Mais il fallait que ça arrive à ce moment-là. Tu as eu des décisions serrées sur des balles et des prises contre les Blue Jays à la fin du match numéro 7 qui auraient pu faire la différence. Tu as une balle frappée par Ernie Clement, tu l'as dit. Les deux gars se rentrent dedans profondément à la piste d'avertissement, mais trouvent la façon de capter la balle. Sinon, encore une fois, les Blue Jays gagnent ce match-là. Tu perds un match en 18e manche, une affaire qui n'arrive jamais en série mondiale. Je veux dire, Dave Roberts a sorti le bon gars, encore une fois, prévention défensive, le chancentre, son premier jeu, c'est un jeu spectaculaire qui met fin à la menace en 9e manche. Tu sais, comme je te dis, on pourrait faire une émission de 3h30. Les breaks, les Blue Jays l'ont pas eu. Il manège, je pense, en 7e ou en 8e manche avec un coureur au 2e but. On lui demande l'amorti, il change d'idée à la dernière seconde, frappe une balle d'aplomb dans les mains de Max Monti, qui était à 30 pieds de lui. Ça n'arrivera plus jamais, là, des choses de même. Là. Ça n'arrivera plus jamais. Tu sais, même la balle de Varsho, là, je veux dire, ça aurait pu être une balle frappée entre deux joueurs. Ben non, elle est arrivée directement dans les mains. À Rojas, directement dans les mains de Rojas. Puis Monti, qui, écoute, sans même le savoir, lève le gant, puis la balle... La balle était tellement frappée avec efficacité, avec tellement d'aplomb, que la moitié de la balle dépassait en arrière du gant de Monti. C'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, tu sais, je veux dire, tu dis, comment que toutes ces choses-là peuvent arriver contre la même équipe en même temps? Mais je te dirais une chose, Gavino, les dieux du baseball sont souvent derrière l'équipe qui dépense le plus. C'est souvent comme ça. Fin de 11e manche contre Yamamoto. Vladimir Guerrero qui a failli frapper un coup de circuit en fin de 9e manche avec un bon élan. Il l'a juste raté de peu. Une balle frappée au champ centre. Réplique avec un double. Amorti sacrifice ensuite à IKF. Je crois, on n'affronte pas Barger. Et ensuite, c'est le dernier jeu du match. Alejandro Kirk au bâton. Susceptible d'une balle à double jeu, mais Kirk a tellement frappé des gros coups sûrs cette année. Je veux dire, on peut pas l'enlever. On garde le dernier jeu du match.
Écoute, les gens dans le stade étaient abasourdis parce qu'avec un coureur au troisième et un retrait, tu as encore des bonnes chances de marquer un point. Ouais. Mais comme tu dis, Kirk est susceptible à la balle à double jeu, il n'est pas très rapide et tout ça. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes le match numéro 6, par exemple, là, des coureurs au deuxième et au troisième, aucun retrait, là, tes chances de marquer au moins un point, c'est 85 %. Ben non. Encore une fois, on est tombé dans le 15 % qui a fait en sorte qu'on n'a même pas été capable de marquer un des 2 points. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui ont défié la logique, la mathématique du monde du baseball telle qu'on la connaît dans cette série-là. Puis quand j'ai posé la question à John Schneider, tu sais, j'ai dit, je trouve que vous n'avez pas joué de chance. Puis il m'a dit, tu as absolument raison. Puis tu sais, il s'est remémoré tous les mêmes moments dont on vient de parler à l'instant. Mais tu sais, je critique John Schneider là, un peu pour Hoffman, puis pour le positionnement de Clement dans l'alignement, tout ça, le fait qu'il n'a pas demandé un amorti à Alejandro Kirk. Mais en tant que personne, là, John Schneider, là, c'est une soie, Gavino. C'est une soie. Puis il a été un homme de classe à chaque fois que je l'ai croisé, à chaque fois que je lui ai parlé, que ce soit au camp d'entraînement. J'ai déjà expliqué la fameuse histoire du voyage en autobus de 4 heures puis du match qui a fini à 22 heures. Il est quand même venu s'asseoir avec moi pour me donner une entrevue one-on-one, alors que, honnêtement, tu sais, je veux dire, c'est quoi son... Tu sais, il n'était pas obligé de faire ça pour moi, là, tu sais. Puis après la fin de la conférence de presse, je suis allé lui parler un à un. Je lui ai serré la main. J'ai remercié pour la belle saison, pour sa collaboration. Puis j'ai dit, on se revoit au camp d'entraînement l'année prochaine. Il m'a dit, on se revoit au camp. Puis, l'affaire, c'est qu'on ne le sait pas. Là. Il n'y a pas de contrat, John Schneider. Oui, oui. Une des lacunes que j'ai trouvées dans cette série-là, je trouve que les Blue Jays, ils n'ont pas couru, c'est-à-dire pas de but volé. Le seul but volé qu'on a vu dans ce match-là, c'est un match et le but volé à retardement de Ernie Clement qui a fait marquer ensuite sur le double de Andrés Jiménez. Tu sais, en 11e manche, si tu as un coureur rapide au premier but, tu peux peut-être tenter un double vol ou faire réfléchir un peu plus Yamamoto. Malheureusement, tu sais très bien que Alejandro Kirk, si c'est une balle au sol, c'est game over, c'est ça qui est arrivé. Yamamoto, un tir parfait au coin extérieur. Il s'est sûrement dit, s'il veut me battre, il va falloir qu'il pousse la balle au champ opposé. Alejandro Kirk, comme Varsho, a tenté de tirer la balle et un retrait facile. Puis comme je te dis, j'ai vu du monde pleurer, j'ai vu des joueurs pleurer, j'ai vu d'autres podcasters dans d'autres villes pleurer. Et j'ai vu tous tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, tous les commentaires, 9 personnes sur 10 prenaient pour les Blue Jays. Je te parle, là, overall, en Amérique du Nord. Là. Oui. Tu sais, ici, je suis un fan des Red Sox, je suis un fan des Astros, je suis un fan, je sais pas, des Giants. Tout le monde prenait pour les Blue Jays et c'est pas ça qui est arrivé. Et je pense que le sentiment d'injustice est là ce matin. Là. Ben, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que les partisans, en général, en ont marre de voir à chaque année l'équipe qui dépense le plus gagner. Je sais que les Blue Jays dépensent beaucoup, là, la 5e plus haute masse salariale du baseball majeur, mais c'est un problème, Gavino. Puis Rob Manfred en a parlé au début de l'année quand il a parlé de la fin de la convention collective après la saison 2026, puis il a dit « Je reçois des centaines de messages de partisans qui me disent « Je suis tanné d'encourager une équipe qui n'a aucune espèce de chance de gagner. Il faut que vous fassiez quelque chose. » Et c'est pour ça que je dis qu'on s'en va vers un conflit de travail, Gavino, après la saison 2026. Croyez-moi, parce que ça affecte la business du baseball au moment où on se parle. La réalité, puis je sais qu'il y a des gens là, qui m'ont critiqué par rapport à ça, là, c'est que l'équipe moyenne du baseball, là, c'est les Nationals de Washington. Ils valent 1,9 milliard de dollars. L'équipe moyenne de la Ligue nationale de hockey, c'est le Lightning de Tampa Bay. Ils valent 1,7 milliard de dollars. C'est presque équivalent. La Ligue nationale de hockey a beaucoup rattrapé le baseball majeur au niveau de la valeur des franchises. Pourquoi? Parce que le système fonctionne. Il y a un plafond salarial. L'argent est dépensé équitablement entre les joueurs et les propriétaires. Il n'y a personne qui peut se lancer dans des dépenses de fou. Puis, à chaque année, il y a une équipe différente qui peut gagner la Coupe Stanley, alors que dans le baseball, c'est pas le cas. Et on a vu des équipes du baseball majeur être à vendre dans les dernières années, Gavino, et il n'y a pas de... Il y a personne qui se présente, qui lève la main. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je vais acheter une équipe,
Puis après ça, dans ma division, il y a quelqu'un qui va dépenser 300-400 millions, puis je ne pourrais pas être compétitif, ça me donne quoi? Alors, il faut qu'on règle ce problème-là dans le baseball majeur d'ici la fin de la saison prochaine, parce que sinon, là, je ne sais pas comment ça peut continuer, cette histoire-là. Philo, ça fait 25-26 ans que tu travailles dans les médias. Où est-ce que tu places ça les 10 derniers jours, les 12-13 derniers jours? Où est-ce que tu places ça dans ta carrière de journaliste sportif? Est-ce que c'est top 5? Oui, définitivement. Tu sais, dans le haut de ma liste, là, j'ai aussi la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au Mexique devant plus de 100 000 spectateurs, Club América contre l'Impact de Montréal. J'ai aussi, bien sûr, les matchs du Canada contre Messi et l'Argentine à la Copa América, par exemple. J'ai couvert, tu sais, la Coupe des présidents au golf. J'ai couvert plusieurs grands prix, des matchs du Canadien. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance de couvrir une finale de la Coupe Stanley avec le Canadien parce que l'année que c'est arrivé, c'était la COVID. On n'avait pas le droit de rentrer dans l'édifice et tout ça. Mais définitivement. Mais ça a été éreintant, Gavino, je te le dis, parce que j'ai eu beaucoup de courtes nuits. J'ai fait plusieurs apparitions en ondes. Je crois avoir fait une apparition, au moins une apparition en ondes à chacune des 24 heures de l'horloge dans mes 10 jours. Donc, à un certain moment donné, j'étais en onde à minuit, j'étais en onde à 4 heures du matin, j'étais en onde à 4 heures de l'après-midi. Je les ai tous faits. Alors, j'ai fait des sacrifices pour s'assurer que l'entreprise, ça leur coûte pas 20 000 $ ce voyage-là. Alors, j'ai fait de l'autobus, j'ai fait des vols, j'ai fait des connexions pas évidentes la nuit. Donc, je suis rentré à Montréal vraiment brûlé, Gavino, je te le dis, là, vraiment, vraiment brûlé. Une chance que cette semaine, je suis en vacances. Écoute, ça va me faire un peu de bien. Je me souviens, à un moment donné, je finis mon chiffre au casino à 4 heures du matin. Puis, on se textait, là, c'était le match de 18 manches et tout ça. Bon, il était 2 heures du matin pendant mes pauses quand je te textais. Là, je rentre dans mon auto à 4h30 et là, j'entends Jérémy Filosa en ondes, en direct avec El Peggy qui parle notamment du match. Ça m'a fait comme wow, le gars, il lâche pas, il compte pas ses heures, puis let's go, il donne tout pour l'entreprise. En tout cas, Jérémy Filosa est incroyable. Une couverture mur à mur. Que ce soit du premier au dernier lancé, il a été présent. Et encore, il est encore présent pour vous parler de son expérience à Los Angeles et à Toronto. Oui, ben ça me fait plaisir. Puis je sais pas, Gavino, si tu as vu les commentaires sur Facebook sur la publication que j'ai faite dans le train. Beaucoup de gens ont écouté le podcast des Blue Jays ces dernières semaines, ces derniers mois, ont beaucoup apprécié. Donc, j'ai déjà hâte à l'année prochaine. On verra ce sera quoi, comment les choses vont évoluer dans le temps. Mais un gros merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui nous ont envoyé des messages durant la Série mondiale. Ça a été un plaisir pour nous de vous raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Merci à Coach Éco de m'avoir envoyé aussi. On vit pour ça. On vit pour les grands moments du monde du sport. Puis je pense que les gens ont quand même trippé sur cette Série mondiale au Québec. Puis ça m'a fait plaisir de pouvoir leur raconter tout ça. Je trouve qu'on a été bons cette année. Je trouve là que, sérieusement, je veux pas me taper dans le dos, là, mais je trouve qu'on fait une maudite bonne job pour couvrir ce club-là. Je veux dire... Pour des gars pas payés. Pour des gars pas payés. Encore une fois, tu sais, ça, c'est la question. À chaque fois qu'on débute, ça fait deux années de suite qu'on commence le podcast des Blue Jays, on se dit, tu sais, on le fait-tu. Oui, c'est de la passion, mais à un moment donné, on aimerait ça avoir un petit peu de reconnaissance. C'est pour ça que on hésite à toujours revenir pour une saison. Mais quand on s'implique à 150% puisqu'on regarde tous les matchs, on écoute les autres podcasts, qu'est-ce qu'ils se disent, on lit des articles à Toronto, on fait des recherches. Mais à un moment donné, tu sais, s'il n'y a pas de retour de l'ascenseur, on finit par s'écœurer et faire d'autres choses. C'est ça le danger avec les podcasts qui sont bénévoles et qui n'ont pas de support financier. Là, ça devient, on fait beaucoup de sacrifices avec nos familles, avec nos enfants, le travail et tout ça, avec d'autres activités qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas parce qu'on s'implique là-dedans. Toi, les heures que tu passes pour monter les extraits vidéo, l'imagerie de chaque match, mettre ça sur les médias sociaux, c'est beaucoup d'heures de travail. Tu sais, faire une histoire courte, c'est quoi mon horaire d'habitude? On fait 2 shows par semaine à peu près. Là. Le vendredi, je me couche à 6 heures du matin à peu près et je me lève à 10 heures
pour préparer le podcast des Blue Jays parce qu'on enregistre vers midi et demi. Tu sais, je veux dire, puis il faut que je me mette un sourire d'en face, puis il faut que je fasse semblant que j'ai de l'énergie. Ça, c'est 4 heures de sommeil. Là. C'est comme si quelqu'un là, va se coucher à 10 heures le soir, là, se lève à 2 heures du matin. OK, je suis top shape, je commence ma journée, go, go, go. Ben, c'est ça. C'est ça le podcast des Blue Jays. C'est ça les sacrifices qu'on fait. Oui, exactement. Alors, regarde, on va essayer de faire du mieux qu'on peut cet hiver pour voir si on pourrait pas s'associer à des partenaires. Ça serait fantastique. Ouais. Mais j'ai bon espoir qu'on va repartir le bal au printemps prochain. Puis j'aimerais vraiment ça que tu viennes en Floride avec moi au camp d'entraînement. Puis oublie pas, c'est la classique mondiale de baseball au printemps prochain. Hey, si le Canada fait bien, il y aura des matchs à Miami. Ce serait extraordinaire de couvrir ça ensemble. Puis pour nos partisans, bien sûr, qui nous écoutent, là, ça ferait encore une fois. Imagine-toi là, une belle run là, du Canada. Hein? Avec Freddie Freeman. Avec Freddie Freeman. Ben oui. Et Josh Naylor et compagnie. Josh Naylor. Matt Stairs, il joue-tu encore? Non, non, Matt. On va le laisser se reposer, Matt Stairs. Ceci complète la saison 2025 du podcast des Blue Jays. Il reste une émission. Ça, c'est vendredi prochain sur les ondes de TV Rogers. Tout sera sur les réseaux sociaux vendredi après-midi. Philo, va te reposer, va te coucher, va faire une petite sieste, va faire du Netflix, mets ton cerveau à zéro. Là, c'est parce que là, j'ai reçu beaucoup de messages à la station. Ils voudraient m'avoir. Donc, j'ai 3 segments à faire cet après-midi, malgré le fait que je suis en congé. Mais on aime ça. Merci à tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux. Continuez de nous suivre et continuez de nous écrire. On aime ça échanger avec vous autres. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gabino Defalco qui vous dit à bientôt, j'espère. Bye bye.